Bonjour à tous et merci de vous connecter à présent. Merci d'aimer cette vidéo pour la protéger. Merci de la partager au plus grand nombre afin que eux aussi protègent la vidéo et puissent permettre à cette conférence numérique de se tenir. Merci de votre présence ce jeudi. Aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder est la suite logique de la précédente qui a porté sur le premier tour de l'élection présidentielle française. Nous allons naturellement parler des résultats du second tour et surtout quelle perspective devons-nous avoir sous Macron 2. Je vais donner mon avis, mais avant, écoutons un artiste gabonais du nom de Yves Delbras qui a chanté une chanson qui a beaucoup plu aux Gabonais et que je souhaiterais vous faire écouter en attendant que les uns et les autres se connectent. Oui, j'ai environ plus d'une heure de retard, je m'en excuse, mais je dois trouver des stratégies pour faire en sorte que les Français-Africains ne puissent pas m'empêcher de m'exprimer et de vous livrer le message d'aujourd'hui. Pendant que vous allez vous connecter, que vous allez partager cette communication pour que les uns et les autres aussi nous retrouvent, écoutons Efemo de Yves Delbras. Naturellement, je n'ai aucun droit sur cette musique que je vous demande d'apprécier maintenant. Alors, Yves Delbras, si je ne m'abuse, est un artiste du groupe Ngwemiene, un peu comme Eniga. Lui, grâce à Dieu, est toujours en vie. Partagez la vidéo. Nous ne sommes que 5 pour l'instant. Essayons d'atteindre 10, 15, 20. De cette façon, je pourrais commencer cette communication politique que j'ai prévu livrer aujourd'hui.
Nous sommes pour l'instant 7. On n'a pas beaucoup avancé. Je vais certainement démarrer dans quelques secondes. Donc, partagez la vidéo. Partagez-la. Je serais bien curieux de savoir ce que mon frère Yves Delbras est en train de chanter dans sa langue. Là aussi, j'ai besoin de traduction pour comprendre ce qui se dit. Mais quand on regarde la vidéo, on a le sentiment que on parle de la petitesse de la vie, de la vanité des vanités, de l'arrogance stupide parfois que les vivants ont, oubliant qu'un jour ils mourront et ils iront nourrir les pissenlits, pour parler assez trivialement. Voilà, nous arrivons à la fin de ce morceau que j'espère vous avez apprécié. Je vais donc démarrer cette conférence numérique en commençant par la tradition de la présentation. Je suis Privat Ngomo. Je vous ai demandé, je vous ai supplié de m'appeler désormais le charismatique. Oui, le charismatique. Appelez-moi ainsi, affectueusement, et je répondrai. Considérez que c'est mon code nominal en politique. Mon statut officiel d'état civil, c'est Privat Ngomo. Quand je fais la promotion de la culture Ikan, je suis Mouadzan Meyemongomo. Et là, dans le cadre politique, qui est une autre facette de ma personnalité, appelez-moi le charismatique. Je vous en saurai gré. Je suis le responsable général du mouvement New Power. Pour traduire en français, le nouveau pouvoir. Il nous faut instituer un nouveau pouvoir débarrassé des stigmates honteuses et indignes de la colonisation. Ce New Power se donne comme triptyque le corpus idéologique que j'ai plaisir à toujours vous rappeler, afin que cela imprègne votre esprit, votre mental, afin que vous adhériez à cette dynamique que nous avons démarrée depuis le 20 août 2020. Nous sommes foncièrement souverainistes, attachés à la souveraineté et donc à l'indépendance de notre pays, afin que nous en soyons les maîtres. Nous sommes ouvertement, je répète, ouvertement anti-France-africains, parce que nous ne nous cachons pas. Nous avons repéré, démasqué notre adversaire et ennemi qui était embusqué, qui était camouflé. Et nous avons décidé de l'affronter à visage découvert. Nous n'allons pas utiliser la malice et la duplicité de l'adversaire. Nous allons l'attaquer selon les règles de la maths, les règles de la vérité et de la justice. Nous sommes donc ouvertement anti-France-africains. Pour réussir ce combat, pour mener à bien cette lutte hautement difficile, ardue, car nous n'avons pas un adversaire, un ennemi facile. Pour réussir cela, il nous faut nous unir. Et je veux rendre hommage ici à Kwame Nkrumah, disparu un jour plus tôt, le 27 avril 1972, lui qui, dans la fin des années 50,
début des années 60, proposait déjà à l'Afrique un État fédéral continental. En d'autres termes, unir tous les Africains, toutes les Africaines, pour mener le combat, le seul qui vaille, celui de la dignité, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Afrique, pour que nous puissions renaître, pour que nous puissions mettre sur les fonds baptismaux la renaissance kamite, la renaissance africaine. Pour cela, nous devons être fondamentalement néo-panafricanistes. Voilà donc le triptyque aujourd'hui qui nous caractérise et qui annonce le combat que nous entendons mener et surtout ce que nous devons faire de l'Afrique quand nous arriverons aux affaires. Car l'objectif n'est pas simplement de sensibiliser, c'est une étape fondamentale. Ensuite, il faut mettre en œuvre ce que l'on a annoncé, ce que l'on a proclamé. Et c'est bien notre ambition que de sensibiliser, mais un jour de mettre en application lorsque nous serons en situation. Je veux vous parler des perspectives et des enjeux africains sous Macron II. Et je vous ai dit que c'était la suite logique de la conférence numérique que j'ai livrée la semaine dernière et qui portait sur la nature du vote des Français d'Afrique. Nous entendons interpeller les Français d'Afrique, les Français qui vivent en Afrique, qui vivent chez nous, à qui nous offrons l'hospitalité. Ce sont ces Français-là qui sont concernés prioritairement par ce live. J'étais en Zambie, il y a de cela maintenant quelques semaines. J'ai tenu à faire une communication politique que j'ai dénommée l'appel de Lusaka, où j'interpellais deux communautés distinctes qui allaient naturellement voter le président de la République française. Il s'agissait d'une part de la communauté africaine binationale en droit de voter et d'autre part des Français d'Afrique, nos frères français qui vivent avec nous en Afrique, qui connaissent mieux que les Français de France nos réalités. Je leur disais que désormais nous serons vigilants quant à la manière dont ils vont voter. Jusque-là, les peuples africains ont toujours fermé les yeux, n'ont jamais voulu faire d'ingérence, en prenant la parole sur des questions qu'ils estimaient ne pas relever de leurs compétences, n'étant pas français et n'ayant pas le droit de vote. Mais cette posture aujourd'hui est une hypocrisie qu'il faut dénoncer, car nous savons que la France s'ingère en permanence dans nos affaires et qu'au nom de la réciprocité, car nous ne sommes pas inférieurs aux Français, nous devons réagir et, s'il le faut, nous ingérer dans les affaires françaises, notamment celles qui consistent à élire le président de cette nation. J'ai, dans le live précédent, essayé de présenter aux Africains la nature des familles qui vivent aujourd'hui en Afrique, qu'elles soient installées depuis longtemps ou sous peu seulement. J'ai montré qu'il y a eu 3 traditions, 3 vagues successives d'installation des familles françaises en Afrique. J'ai présenté la première tradition qui est celle esclavagiste et négrière. Et j'ai cité les villes françaises côtières qui ont participé à l'esclavage. Et j'ai laissé entendre que lorsque l'esclavage a commencé à être réalisé par certaines familles et que ce dernier a été aboli en même temps que la traite négrière, eh bien, les mêmes familles ont dû reconvertir leurs affaires
Il fallait donc maintenant s'installer en Afrique pour faire fructifier le nouveau business. Ces familles, aujourd'hui, existent encore en Afrique, du moins leurs descendants. Ensuite, j'ai parlé de la seconde tradition, la colonisation, qui a succédé à l'esclavage. Après qu'on eut reconnu que les Africains étaient des hommes et des femmes à part entière qui avaient une âme, voilà que la grande Europe, la chevalière des ordres universels, estime que cette âme est noire. Cette âme mérite d'être civilisée. Pour le salut de l'âme noire, il nous fallait le christianisme. Il nous fallait être sauvés de l'enfer éternel. Et donc, on a justifié par ces arguties la colonisation, qui était censée apporter au peuple nègre et inférieur la civilisation. Donc, des familles se sont installées. Les familles de missionnaires qui sont venus proférer la bonne parole, les familles des explorateurs qui devaient découvrir les terres, les familles des militaires qui, par la force, ont arraché la terre à nos ancêtres, les familles des commerçants qui sont venus naturellement pour s'enrichir sur le dos des populations noires. Toutes ces différentes familles, je les ai plus ou moins citées, j'en ai cité quelques noms, et j'ai laissé entendre que peut-être qu'aujourd'hui encore, les descendants de ces familles se retrouvent en Afrique. La troisième tradition est celle de la néocolonisation ou du néocolonialisme, mise en place par Charles de Gaulle. Et j'ai montré que ces trois traditions ont permis la sédimentation de familles françaises en Afrique. Et lorsque cette nature vous a été présentée, je me suis fait le plaisir de en dégager le profil. Quel est le profil de ces familles africaines venues en Afrique dans les différentes vagues, d'abord de l'esclavage et de la traite négrière, ensuite de la colonisation et maintenant du néocolonialisme. Ce profil nous montre très clairement que ce sont des familles de droite, voire d'extrême droite, qui sont installées en Afrique en majorité. Je répète, les familles que nous hébergeons de manière hospitalière sur les terres d'Afrique, les familles françaises sont majoritairement de droite et d'extrême droite au regard des vagues successives des traditions qui les ont menées sur les terres d'Afrique. Nous ne sommes donc pas surpris que de manière récurrente, depuis 1965, ces familles votent pour la droite ou pour l'extrême droite. Pendant longtemps, nous nous sommes tus, nous n'avons pas réagi, nous nous taisions, nous restions quoi? Mais finalement, cela nous porte préjudice que de nous taire. Le temps est venu maintenant de prendre la parole et de dire que nous ne sommes pas d'accord, que des personnes que nous hébergeons chez nous, à qui nous offrons l'hospitalité, qui mènent des vies de pacha, que ces personnes-là nous traitent de la manière la plus ingrate possible et la plus indigne lorsqu'elles décident de porter au pouvoir soit la droite extrême ultralibérale, soit l'extrême droite raciste. Nous ne pouvons plus accepter que la terre du Gabon, que la terre du Cameroun, que la terre du Congo, la terre de Côte d'Ivoire, la terre du Bénin, la terre du Sénégal accueillent les racistes français. Nous ne l'acceptons plus. Car de manière cohérente, on ne peut pas comprendre que des Français d'Afrique demandent que Marine Le Pen se retrouve au second tour, lui donne donc des voix, et on l'a vu dans les chiffres. Marine Le Pen qui prône une immigration zéro, un retour des Africains chez eux, et ces Français d'Afrique voudraient, eux, rester en Afrique. Quand il faut expulser les Africains de France, cela n'a aucun sens. C'est un non-sens, c'est insensé. Si vous êtes
français raciste, et nous le comprenons, même si nous ne l'acceptons pas, mais nous le comprenons. Si vous êtes français raciste, vous n'avez pas votre place en Afrique pour voter l'extrême droite. Cela n'est plus acceptable. Comprenez-le. Comprenez-le. Que vous ne pouvez pas être chez nous en Afrique et voter contre nous. Voter pour le Front National, le Rassemblement National, ou voter pour Emmanuel Macron de droite. Donc, je vais ici faire ressortir le bilan. Le bilan. Quand il a fait 5 ans, il a été voté par les Français qui vivent en Afrique. C'est de ça dont je vais parler. La suite du live précédent. Cette fois-ci, avec le nouveau président, qui finalement est l'ancien, qui a été reconduit. Quelles sont donc les perspectives que nous aurons sous Macron 2? Je dis nous, car nous sommes concernés. Que les Africains qui pensent que l'élection présidentielle ne les concerne pas, eh bien qu'aujourd'hui ils comprennent qu'ils se trompent. Il faut qu'ils se trompent en continuant à le penser. Le président de la République française mène une politique africaine de façon souveraine, sans tenir compte de la vie des populations africaines, parce que les chefs d'État africains sont sous sa coupe. Donc nous sommes forcément concernés, directement ou indirectement. Et je ne comprends pas pourquoi les hommes politiques de notre pays, le Gabon, ne disent rien sur ce qui se passe, du moins publiquement. Ils se taisent. Ils pratiquent la politique du mensonge, du secret, de la discrétion et peut-être de la duperie. Nous voulons faire la politique différemment. Sous les auspices de la MAT, nous disons la vérité et nous voulons la justice dans notre pays. Pour vous entretenir de ces perspectives, je souhaiterais donc l'aborder à travers 3 aspects, 3 chapitres importants. D'abord, qui est Emmanuel Macron, le président qui a été réélu? Une petite recherche sur Wikipédia et je vous donnerai l'essentiel de ce qu'il faut retenir de ce personnage. Voilà pour ce qui est du premier chapitre dans lequel je vais essayer de vous présenter le président qui a été réélu par les Français. Le deuxième, c'est son bilan. Le deuxième chapitre, le bilan d'Emmanuel Macron. Car il est président sortant et il a un bilan. Je ne vais pas parler du bilan national. Il m'importe peu dans le cadre de ce live, même s'il est intéressant, je pense, pour les Français. Je vais plutôt m'attarder sur le bilan africain. Car Emmanuel Macron est en réalité le chef de l'État de l'espace francophone. Il faut le connaître, il faut le savoir. Et puis, le troisième point, ce sont les perspectives. Que faut-il attendre de ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron en matière de politique africaine? Que nous réserve Macron 2? Et enfin, je terminerai cette conférence numérique que je vais conclure avec une supplique adressée à la jeunesse africaine. Une supplique qui va concerner les tresses, les belles tresses que je porte et que vous pouvez constater. Voilà, mes chers frères et sœurs, le programme, le menu de ce live. Commençons par le premier chapitre. Qui est Emmanuel Macron? Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Voilà tous ses prénoms. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, elle est née d'une famille de 3 enfants. Son père, Jean-Michel Macron, dont Emmanuel Macron porte le nom, est médecin et il fut professeur de neurologie au CHU, au Centre hospitalier universitaire d'Amiens. Sa mère, la mère d'Emmanuel Macron, Françoise Nogues, fut médecin conseil à la sécurité sociale. La famille est originaire du village d'Auty, dans la Somme, en France. Voilà pour les origines.
Parlons de la vie scolaire et universitaire d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été élève au collège et lycée La Providence, qui est un établissement privé catholique d'Amiens fondé par la congrégation des Jésuites. Il a donc quelques notions de christianisme. Emmanuel Macron finit ses études secondaires au lycée Henri IV de Paris. Il obtient le baccalauréat scientifique avec la mention « très bien » en 1995, ce qui traduit un esprit brillant. Cependant, Emmanuel Macron échoue à 2 reprises à l'écrit du concours d'entrée de l'école normale supérieure. Il intègre l'Institut d'études politiques de Paris en 1998. Il sortira diplômé de Sciences Po en 2001. Parallèlement, il suit des études de philosophie. Il obtient successivement une maîtrise en l'an 2000, et un DA en 2001 à l'Université Paris-Nanterre. Il va poursuivre ses études à l'ENA à Strasbourg, dans la promotion Léopold Sédar Senghor 2002-2004, de laquelle il sortira classé 5e. À l'issue de sa formation à l'ENA, il va effectuer un stage de 6 mois en ambassade à Abuja, au Nigeria, puis dans la préfecture de l'Oise. Enfin, il va bénéficier en 2007 du German Marshall Fund qui lui permet de découvrir les États-Unis où il va effectuer la suite un stage pour la banque Rothschild. Voilà pour ce qui est de la vie scolaire et universitaire du nouveau président de la France, qui a été réélu. S'agissant de sa carrière professionnelle, sorti donc de l'ENA, il est inspecteur de finances de 2004 à 2016, puis il décide de se mettre à disponibilité et devient banquier d'affaires de 2008 à 2012. Puis, il est nommé par François Hollande, qui vient d'être élu, secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il le sera de 2012 jusqu'en 2014 et entrera au gouvernement en obtenant le portefeuille de ministre de l'économie et de l'industrie de 2014 jusqu'en 2016 et il démissionnera pour prendre la tête d'un mouvement qu'il a créé, En Marche, qui porte ses initiales, E, Emmanuel, M, Marche, Macron. Il le sera pendant les mois qui vont précéder l'élection présidentielle de mai 2017, donc 2016 à 2017. Il sera élu la première fois président de la République en mai 2017 et il fera son mandat jusqu'en 2022, mandat qui s'est achevé là, au mois d'avril. Et il a été réélu le 24 du mois en cours 2022. Voilà la carrière brillante, éclatante, fulgurante de notre Emmanuel Macron, président réélu. Pendant sa carrière professionnelle et politique, il a été proche des milieux à la fois de gauche et de droite. De gauche, on pense naturellement à Jacques Attali, qui est son mentor, et peut-être aussi à Alain Menck, même s'il a beaucoup plus des acquaintances de droite. Mais pour ce qui est vraiment de la droite, Emmanuel Macron a été proche de Laurence Parisot, de Peter Brabeck, qui va lui permettre justement d'entrer et de faire connaissance avec des responsables de la banque Rothschild. Il y a également François Henrot, qui fut proche et qui l'est peut-être encore d'Emmanuel Macron. Serge Weinberg, qui est le PCA du groupe Accor, le président du conseil d'administration. Il y a Xavier Fontanet, qui est le PCA du groupe Essilor. Et il y a Philippe Tilou-Borde, PDG du groupe Sophie Protéol, pour ne citer que ces hommes de droite qui sont à la tête de grandes structures du CAC 40 français. Voilà un peu la carrière professionnelle et politique d'Emmanuel Macron. Devenant président de la République en 2017, les Français ont découvert un jeune premier, brillant,
séduisant, charmant, qui aime le débat, la contradiction, bref, qui semblait incarner les valeurs que la France aime. Mais au fil du pouvoir, l'exercice du pouvoir, les Français ont malheureusement découvert les travers de la personnalité de leur président. Ils ont découvert qu'il était jupitérien, c'est-à-dire frappé d'un ego sans borne, que Emmanuel Macron était arrogant, qu'il était méprisant avec le peuple, qu'il traitait parfois de certains noms d'oiseaux, ce qui n'était pas du tout aimable quand on est chef d'État. On évite ce genre d'incartade verbale. Emmanuel Macron a également, face aux crises, dévoilé des aspects sombres de sa personnalité. On a vu un jeune homme qui pouvait être très brutal, user de violence contre son propre peuple. Et il n'a pas hésité à restreindre les libertés individuelles des Français au motif de la pandémie Covid-19 qui semble avoir été évacuée par la seule volonté de Poutine quand ce dernier a décidé de faire une opération militaire spéciale en Ukraine. Où est donc passé le Covid? Covid pour lequel les Français ont pourtant perdu beaucoup de leur liberté. Emmanuel Macron a dirigé la France sous l'ère Covid sans en référer au Parlement. Il n'est donc pas porté véritablement au débat avant la prise de décision. Il aime décider seul. Voilà l'homme que les Français ont découvert. Et je pense qu'ils ont peut-être souhaité le changer. Malheureusement, le deep state français s'est mis en place pour organiser, depuis maintenant 3 ans, le rematch, la revanche, le débat à nouveau entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, afin d'éviter un vrai débat qui aurait pu être possible entre Marine Le Pen et M. Mélenchon, ou alors entre Mélenchon et M. Macron. Mais ce n'est pas de politique française dont je vais parler en termes de bilan, c'est plutôt de politique africaine. Vous ayant présenté le personnage très brièvement, vous ayant donné de manière aussi concise les traits marquants de sa personnalité dévoilés au cours de l'exercice du pouvoir qu'il a assumé pendant 5 ans. Regardons maintenant le bilan, les décisions qu'il a eu à prendre, les actions qu'il a menées. Ce bilan est celui de la politique africaine que Macron a réalisée au cours de son mandat précédent. Nous allons regarder certains aspects qui nous paraissent fondamentaux pour nous les Africains. Macron, en venant au pouvoir, a donné l'impression qu'il allait rajeunir la classe politique française. C'est vrai qu'il avait à peine 39 ans quand il a prêté serment. Il n'était même pas encore un quadragénaire, qu'il était déjà aux commandes de la France. Macron, il faut le rappeler, est né en décembre 1977. Donc quand il est élu en 2017, il aura 40 ans quelques mois plus tard. Donc c'est un jeune homme qui prend le pouvoir. En cela, il a même battu celui qui détenait le record du plus jeune président de la 5e République française. Il s'agissait de Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a quittés il y a 1 ou 2 ans, qui avait été élu président à 41 ans. Macron a baissé de 2 ans le record, puisqu'à 39 ans, il devient le plus jeune président de la 5e République de France. Alors ce jeune homme, qui non seulement allait rajeunir la classe politique, mais également allait rafraîchir la gouvernance. Du moins, c'est ce que l'on a cru. Les Africains s'attendaient vraiment à une réforme de la politique africaine de la France. On pensait qu'un New Deal, de nouveaux rapports afro-français, allait être institué par cette jeunesse flambante qui prenait le pouvoir à l'Élysée. Eh bien, les bons nous entendent aujourd'hui de constater que Macron a été bien pire que ses prédécesseurs plus âgés que lui. Oui, Macron a été pire que Mitterrand. Il a été pire que François Hollande, pire que Sarkozy, pire que Chirac. Macron a maintenu
la France-Afrique. Il n'a en rien changé les méthodes odieuses de ce système mafieux. En rien changé. Les bases militaires existent toujours en Afrique. Macron n'a pris aucun décret demandant leur départ. Non, bien au contraire. Macron a même souhaité que les opérations militaires européennes viennent à la rescousse de l'opération Barkhane en France. Au Mali, pardon. Donc on voit que la présence militaire française reste un élément constant dans la démarche france-africaine du nouveau président. Il ne change en rien une posture qui a été arrêtée par le président Charles de Gaulle, père de la 5e République française. Macron a soutenu les dictatures france-africaines et je reviendrai en détail sur les différents pays, sur les élections et sur le comportement que le président Emmanuel Macron a eu. Mais s'agissant de la monnaie, du franc CFA, Macron, dans son discours historique à Ouagadougou, devant la jeunesse burkinabé, la patrie de Thomas Sankara, que nous respectons et dont nous saluons la mémoire, Macron avait laissé entendre que si les Africains souhaitaient se défaire du franc CFA, mais il n'avait qu'à prendre cette décision. Pourtant, après avoir tenu ce discours qui laissait entendre qu'une réforme du franc CFA allait se faire, Macron s'est empressé avec Alassane Ouattara, son vassal. Il s'est empressé de récupérer un projet de la CEDEAO qui était le projet de la monnaie unique et que l'on dénommait ECO et qui vient de l'acronyme anglais ECOWAS qui signifie CEDEAO. Il a récupéré le nom de cette monnaie, projet qui était en cours depuis les années 70 mais qui n'avançait pas. Et il a décidé d'en faire la nouvelle monnaie qui en réalité se substituait au franc CFA. On dégageait du franc CFA les aspérités qui ne sont plus acceptées par les populations, mais on garde l'essentiel, c'est-à-dire le contrôle de cette monnaie par la France. Le pilotage de cette monnaie par la France depuis Bercy. Aujourd'hui, le projet semble bloqué, mais nous n'avons pas eu la grande réforme qui semblait avoir été annoncée à Ouagadougou. Donc, sur la monnaie, Macron n'a rien changé. Sur les bases militaires, Macron a maintenu le cap, malgré son jeune âge. Sur maintenant le soutien aux dictatures france-africaines. J'aimerais maintenant questionner les Français d'Afrique qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, qui ont voté pour ce jeune président. Sont-ils contents de son bilan? Il semble que oui, puisque à nouveau, à 60%, les Français d'Afrique ont voté pour la droite et l'extrême droite. Et Macron s'en tire avec près de 80% au second tour dans les différentes capitales africaines. 80%. Macron a été élu la première fois en mai 2017. Au Gabon, mon pays, nous vivions une crise post-électorale. Ali Bongo avait été battu à plate couture par le candidat consensuel de l'opposition, M. Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Macron alors était candidat lorsqu'il a été interrogé sur cette question. Il a dit qu'il attendait de donner un jugement circonstancié. C'est ainsi les termes qu'il avait utilisés sur la question gabonaise, lorsqu'il disposera de plus d'informations. Il a fini par voir ces différentes informations. Mais son jugement circonstancié n'a été en rien différent de ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il a soutenu la dictature d'Ali Bongo, qui, il faut le dire, a perpétré un massacre de près d'une centaine de Gabonais, dont les corps ont été ensevelis dans des fosses communes qui n'ont pas encore été malheureusement connues du public. Moi, j'étais dans le quartier général de Jean Ping.
lorsque nous avons été canardés, lorsque nous avons été pris d'assaut par la milice cagoulée d'Ali Bongo. Donc je sais de quoi je parle. Eh bien, Macron n'a rien fait. La base militaire française, qui se trouvait à quelques jets de pierre du quartier de Jamping, est restée l'arme au pied. Et les Gabonais ont été tués. Et Macron n'est pas revenu sur ce dossier. Mieux, il a soutenu secrètement Ali Bongo, qui s'est maintenu au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Les Français qui vivent au Gabon, qu'est-ce qu'ils pensent de cela? Que le régime de Macron, qui a accepté le massacre perpétré par Ali Bongo en 2016, que ce régime, ils l'ont reconduit. Donc ils ne sont pas sensibles à la douleur des familles gabonaises qui ont perdu des enfants. Non. Ils reconduisent un homme qui, d'une certaine manière, a pris acte de la forfaiture assassine d'Ali Bongo. Mais ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas accepter que les Français qui vivent avec nous soient aussi insensibles, parce que simplement, ils ne sont pas concernés par ces dictatures. Ce ne sont pas eux qui perdent des enfants. Ce ne sont pas eux qui meurent. Donc, ils peuvent soutenir les commanditaires de ces massacres. Nous ne l'acceptons plus, cette attitude française. Nous tenons à le dire. Attitude des Français d'Afrique qui votent pour les régimes de droite qui soutiennent la dictature d'Ali Bongo. Et avant lui, celle de son père, adoptif. Le 7 octobre 2018, il y a l'élection présidentielle au Cameroun. Que constatons-nous? Maurice Kamto gagne les élections présidentielles. Pourtant, ce n'est pas lui qui est à la tête du pays. C'est Paul Biya. Et naturellement, la France ferme les yeux sur ce déni de démocratie. Vous pensez que les populations camerounaises sont contentes de savoir que la France soutient une dictature trentenaire? Je ne le pense pas. Donc quand les Français qui vivent à Yaoundé et à Douala votent pour Emmanuel Macron, je ne sais pas s'ils ne prennent pas des risques. Car les Camerounais vont se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à l'alternance ou à l'alternative politique, parce que justement les Français qui sont avec eux votent pour des régimes qui vont maintenir la dictature au Cameroun. Nous sommes le 22 février 2020. 2 ans après l'élection présidentielle du Cameroun, nous avons celle du Togo. Et là, l'ancien Premier ministre Agmomé gagne l'élection présidentielle, mais Eyadema fort s'impose par la violence. Les populations protestent pendant plus d'1 mois. Des marchés sont brûlés. Des Togolais assassinés. Que fait la France de Macron? Elle soutient le régime dictatorial d'Eyadema. Et aujourd'hui, à Lomé, au premier tour comme au second tour, les Français qui vivent au Togo ont voté pour Emmanuel Macron. Comment les Togolais doivent-ils percevoir ce geste? Que vous votez pour un régime qui a cautionné le coup de force de Fort Eyadema, qui a cautionné les assassinats qui sont perpétrés. Vous pensez que les Togolais vont apprécier ça? Vous êtes chez eux et vous soutenez des régimes qui empêchent à la démocratie togolaise de fonctionner normalement? Je doute que les Togolais apprécient que les Français qui vivent chez eux aient voté pour un régime qui a cautionné la forfaiture assassine, là aussi, de Fort Eyadema. Nous sommes le 19 avril 2021, près de 1 an plus tard. Et nous avons une élection présidentielle au Tchad. Idriss Déby est face à des opposants mineurs, puisque les principaux opposants inquiétés ont renoncé à se présenter à l'élection présidentielle. Il gagne l'élection, naturellement, mais aussitôt, il y a un coup d'État qui est perpétré. Que fait Emmanuel Macron? Alors que la Constitution prévoit le mécanisme de succession,
Que fait Emmanuel Macron? Il se déplace en personne et il vient introniser le jeune et encore indécis fils du président Mamad Kaka Déby qui va hériter du trône. Macron fait lui-même le déplacement. Il ne condamne pas ce coup d'État, comme il a condamné ceux notamment du Mali. Et je reviendrai en détail là-dessus. Que pensent les Tchadiens de cette attitude d'Emmanuel Macron lorsqu'il vient soutenir une dictature qui n'est plus du tout acceptée par les populations du Tchad? Que pensent les Tchadiens, des Français d'Afrique, de ce pays, qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour? Je pose la question et j'attends d'avoir les réponses franches de mes frères africains dans ces différents pays. Nous sommes le 18 octobre 2020 et là c'est au tour de la Guinée-Conakry de partir aux élections présidentielles. Alpha Condé a face à lui Cellou Dalein Diallo et ce dernier, Alpha Condé, veut un troisième mandat. Troisième mandat qui a plus ou moins été accepté par la France. Pourquoi la France se permet de piétiner les constitutions africaines en donnant son quitus aux dictatures qui vont à nouveau s'imposer et écraser le peuple? Condé va faire beaucoup de morts pour pouvoir s'imposer dans le cadre d'un troisième mandat anticonstitutionnel avec le soutien d'Emmanuel Macron et donc des Français d'Afrique qui ont voté pour lui en 2017 et qui ont revoté également pour lui en 2022. Les Français d'Afrique de la Guinée équatoriale. La Guinée-Conakry, pardon. Nous sommes le 31 octobre 2020, la même année. C'est au tour de Ouattara de s'imposer dans un troisième mandat inconstitutionnel. Avec le soutien d'Emmanuel Macron, qui d'abord l'a félicité lorsque le satrape reptilien d'Abidjan avait annoncé qu'il ne serait pas candidat, et qui après, finalement, a fait volte-face, lorsque le même satrape a décidé de se positionner après la mort du Premier ministre qui était pressenti, Amadou Gon Coulibaly. Voilà le jeu de voltige d'Emmanuel Macron, beaucoup plus proche des dictatures que des peuples. Que doivent penser les Ivoiriens aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Que doivent penser les Ivoiriens aujourd'hui des Français d'Afrique, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, quand ils se rendent compte à quel point cet homme est capable des pires retournements pour satisfaire la volonté d'un dictateur qui s'est imposé par le sang et qui a décapité un jeune Ivoirien. Le 21 février 2021, c'est Bazoum qui va battre, dit-on, Mahaman Ousmane. Bien entendu, sous la bienveillance de la France, qui a laissé entendre à Mamadou Issoufou qu'il fallait faire la passe au petit poulain. Et on voit par les positions que le nouveau président nigérien a qu'il est vraiment dans les petits souliers de la France-Afrique. Que doivent penser les Nigériens? Eux qui donnent tout cet uranium à la France. Uranium qui permet à la France de se vanter d'avoir une indépendance énergétique et qui peut donc tenir tête face à Poutine, puisque à la différence de l'Allemagne, qui a besoin du gaz russe, la France, elle a ses centrales nucléaires, sans avoir une seule mine du combustible. Cette mine, elle la prend au Niger. D'où l'importance pour la France de mettre à la tête du Niger un homme qui fera ses 4 volontés contre l'intérêt des populations nigériennes. Que rapporte l'exploitation de l'uranium au Niger? Que gagnent les Nigériens? Que gagne la France? Les chiffres sont énormes. Les chiffres sont énormes. Et pourtant, le peuple nigérien n'a rien. Et les Français qui vivent à Niamey ont voté pour Emmanuel Macron. Ont voté pour un homme qui exploite abusivement ou fait exploiter abusivement les richesses de ce pays. Est-ce que les Nigériens doivent continuer à accepter d'être si masochistes, accepter de se faire lyncher, accepter de souffrir
tout en hébergeant les Français qui maintiennent au pouvoir en France des régimes qui empêchent la démocratie et la prospérité au Niger. Le 23 mars 2021, c'est le Congo-Brazzaville qui a ses élections présidentielles. Le président sortant, Sassou Nguesso, est réélu. Mais on constate la disparition étrange de l'opposant principal, Brice Parfait Kolela. Et jusque-là, aucune enquête. On laisse entendre qu'il serait mort du Covid. Est-ce là le discours que les Congolais veulent entendre? Un opposant qui bat campagne, qui est en forme, qui a fait le tour du pays, et avant la proclamation des résultats, décède du Covid. Nous savons les liens que la France entretient avec des régimes dictatoriaux du Congo-Brazzaville. Mais la France pense-t-elle aux Congolais qui subissent ces dictatures chaque jour? Les Français de Brazzaville, de Pointe-Noire, qui ont voté pour Emmanuel Macron, ne sont-ils pas sensibles à la souffrance des Congolais de Brazzaville? Eux qui continuent à voter pour un régime français qui soutient la dictature de Sassou Nguesso. Je pose la question. Désormais, dans les rues de Brazzaville, il est fort à parier que les Congolais vont regarder avec un œil de travers les Français dans la rue. C'est peut-être vous qui avez voté pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui soutient la dictature de Sassou Nguesso que nous combattons. Voilà ce qui a commencé à arriver dans ces différentes capitales africaines. Je peux vous le garantir. Maintenant que nous exposons, que nous mettons à nu ces réalités qui jusqu'à présent étaient tabous, étaient cachées. En mars de la même année, mais au Sénégal, du 4 au 6 mars, il y a eu une tentative d'arrestation d'Ousmane Sonko par le pouvoir de Macky Sall, soutenu par la France d'Emmanuel Macron. Ousmane Sonko a clairement laissé entendre qu'il mettrait à bas le franc CFA. Ce qui n'est pas du coup de Emmanuel Macron et encore moins de son vassal sénégalais Macky Sall. Et comme Ousmane Sonko a toutes ses chances d'être le prochain président du Sénégal en 2024, eh bien, Macky Sall a trouvé que la formule de mettre en prison les opposants était peut-être la plus efficace pour s'assurer, lui, éventuellement, une élection dans le cadre d'un troisième mandat qu'on lui soupçonne de vouloir réaliser au déni de la constitution actuelle. Eh bien, c'est parce que la jeunesse sénégalaise s'est mobilisée et s'en est pris aux intérêts français qu'Ousmane Sonko a été libéré. Et il faut s'en féliciter. Au Centrafrique. Oui, parlons du Centrafrique et de la position de la France par rapport à un régime qui commence à prendre ses distances et qui commence à réellement être souverain. Au Centrafrique, plusieurs tentatives d'assassinat sur le président Touadéra, élu pourtant démocratiquement 2 fois. Comme quoi, la France ne supporte pas les chefs d'État qui sont élus par leur peuple. On veut les assassiner pour mettre à la place des vassaux, des laquais qui feront les 4 volontés de l'Élysée. Il y a eu en mai 2021, une première tentative d'assassinat perpétrée par Juan Quignolou, un militaire français, dont on a découvert la cache d'armes dans une maison qu'il louait. Il disposait d'un arsenal capable de mettre en danger la vie du chef de l'État centrafricain. Voilà la première tentative d'assassinat perpétrée en mai 2021. Juan Quignolou est actuellement en prison à Bangui. Il y a eu une deuxième tentative, car la France ne va pas renoncer
tant qu'elle n'a pas assassiné le président rebelle Touadéra. Une deuxième tentative a eu lieu en février 2022, donc cette année, au début de cette année, où 4 militaires français, qui se prétendaient être de la garde rapprochée du chef de l'état-major de la force française MINUSMA, 4 Français étaient à près de 130 mètres de l'avion présidentiel. Et dans leur véhicule, un VX noir fumé, se trouvaient des armes de longue portée, capables d'atteindre le président. Ils ont été arrêtés et aujourd'hui, ils ont rejoint Wan Kinyolu dans les loges des prisons de Bangui. Voilà le jeu de trouble de la France. Un président africain a été élu démocratiquement. Il souhaite construire son pays selon la volonté du peuple. Et que fait la France? Elle tente de le faire assassiner par 2 fois. Les chiffres des Français d'Afrique qui ont voté, eh bien, ils ont voté en faveur du régime de Macron. Ils ont voté pour Macron, pardon. Donc, ils soutiennent les actes de Macron. Ils soutiennent sa politique au Centrafrique. Alors, on vous héberge chez nous, à Bangui, pour parler comme les Centrafricains, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est soutenir un homme qui a l'intention d'assassiner le président que nous avons élu. Pourtant, personne n'assassine votre président. Pourquoi voulez-vous que le président Macron fasse assassiner notre président qui souhaite faire des bonnes choses pour notre pays? Les regards de travers ont commencé à avoir lieu dans la ville de Bangui, à l'endroit des Français d'Afrique qui y vivent. Il serait bien inspiré d'ailleurs de quitter ce pays désormais, car ils ne sont plus les bienvenus. Il y a un autre qu'on apprécie qui arrive. Cet autre, c'est la Russie de Poutine. La Russie de Poutine qu'on retrouve aussi au Mali. Oui, le Mali du président de la transition, Assimi Goïta, président qui a aussi fait l'objet d'une tentative d'assassinat en juillet 2021 et d'un coup d'État qui a été déjoué en octobre 2021, la même année. Donc la France, vous le voyez, lorsque un chef d'État est porté par le peuple, lorsqu'il a l'intention de faire un travail dans l'intérêt des populations, eh bien la France n'a pas d'autre choix que de le faire mourir, de le faire assassiner. Est-ce cela la méthode qui va nous permettre de garantir de nouveaux rapports afro-français? Je ne le pense pas. Mais c'est pourtant cette méthode qui a été appliquée en 1957 contre Ruben Omniobe et qui continue à être appliquée aujourd'hui au Mali. La France tue, elle abat et ne veut pas débattre. Nous n'allons plus accepter cela, d'être assassinés, alors que ce que nous demandons peut être discuté de manière civilisée sur une table. Et si la France et nous ne tombons pas d'accord, nous acceptons de nous séparer. Pourquoi nous empêcher cette rupture? Et voilà systématiquement tuer ceux qui sont porteurs de cette césure. Pourquoi faut-il qu'on ait à la tête des laquais, toujours prêts à faire les 4 volontés de la France, et puis avoir le peuple mourir de faim dans la pauvreté, et une jeunesse ensuite qui est obligée de s'expatrier, pour ne pas dire immigrer, vers la France, vers l'Europe. Madagascar, et là nous sommes en juillet 2021, le président Rajoelina, qui vient d'être réélu, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. 2 militaires français ont été inculpés. Voilà en quelques dates et quelques pays les événements africains où la France a été impliquée directement ou indirectement. Et on voit bien que dans cette implication, il n'est nullement question du bien-être des populations africaines. Nullement. Il est toujours question de soumettre les populations africaines à un diktat de prédation. Et pour cela, on va éliminer ceux qui s'inscrivent dans une autre dynamique. On tente d'éliminer le président Touadéra, on tente d'éliminer le président Goïta, on tente d'éliminer le président Rajoelina, mais on est prêt à maintenir au pouvoir Bongo, Sassou Nguesso, Biya, Bazoum, Ouattara, Condé et que sais-je encore. Mais est-ce que nous allons continuer à accepter cela? Que les Français d'Afrique qui vivent en Afrique,
qui suivent ces différents événements sont insensibles et votent néanmoins pour des régimes qui vont perpétuer la dictature france-africaine, qui vont perpétuer la France-Afrique. Avant, nous ne nous posions pas cette question. Nous laissions faire. Les temps ont changé. Nous disons aux Français d'Afrique que les temps ont changé. Nous sommes en train de scruter les différents résultats et nous voyons que vous avez voté pour l'extrême droite raciste et pour la droite ultralibérale qui maintient les dictatures france-africaines. Vous êtes donc complices. Nous vous le disons aujourd'hui. Vous êtes complices de la situation que les Africains vivent aujourd'hui dans leur pays. Lorsque vous votez pour des régimes qui maintiennent la France-Afrique, qui maintiennent le sous-développement du sous-continent africain francophone, qui maintiennent les dictatures france-africaines. Vous êtes complices. Pourquoi vous êtes complices? Alors que vous vivez en Afrique, parce que vous n'êtes pas concernés par la brutalité des différents régimes. Vous n'êtes pas concernés par la pauvreté qui sévit, puisque vous menez des vies de pacha. Et vos vies ne sont nullement inquiétées. Eh bien, nous n'accepterons plus ça. Qu'un complice nous fait autant de tort et nous restons indifférents. Non, nous ne l'acceptons plus. Et nous le disons très calmement. On dit souvent que les peuples méritent leurs dirigeants. Oui, mais il faut rajouter les dirigeants qui ont été élus démocratiquement par ces mêmes peuples. Autrement, les dirigeants peuvent être imposés au peuple, qui pourtant ne les supporte pas. Les Français ont élu Emmanuel Macron à la tête de la France pour 5 ans à nouveau. Les Français méritent Emmanuel Macron. S'ils veulent un président brutal, prêt à nouveau à éborgner des Français à la prochaine crise violente sociale qu'il y aura, c'est leur droit. S'ils veulent un président qui les méprise, qui leur parle avec condescendance, c'est leur droit. S'ils veulent un président qui soit arrogant et suffisant, et qui ne leur accorde nullement de considération, c'est leur droit. Ils peuvent à nouveau voter pour lui. Nous le comprenons fort bien. Même si nous trouvons cela étrange. Quelqu'un qui ne témoigne pas de l'affection particulière pour vous, et vous êtes en pamoison devant lui. Nous ne le comprenons pas, nous le constatons. Mais, les Français d'Afrique, qui sont chez nous, qui bénéficient de notre hospitalité, votent pour Emmanuel Macron. Quand on sait qu'Emmanuel Macron, pendant son premier mandat, a soutenu toutes les dictatures africaines et a essayé d'assassiner les présidents panafricanistes ou souverainistes. Mais quand nous voyons cela, nous ne pouvons plus être en phase avec les personnes que nous hébergeons chez nous. Ces personnes ne doivent plus vivre en Afrique si elles votent pour l'extrême droite raciste ou si elles votent pour une droite qui soutient la dictature. Ces Français n'ont pas leur place en Afrique, nous le disons très clairement. Et c'est de plus en plus ce qui va se dire aux Français, que si vous êtes ici dans notre pays, le Gabon, et que vous votez à 60% pour Macron, donc vous voulez que nous, les Gabonais, nous subissons toujours la dictature d'Ali Bongo, quand le régime de Macron soutient la dictature. Donc vous voulez que nous acceptons ça? Que vous vivez comme des pachas chez nous? Vous n'êtes nullement inquiétés? Mais pourtant, vous soutenez les dictatures qui nous font vivre dans la pauvreté, dans la paupérisation, et qui peuvent même, à l'occasion, nous assassiner lors de crises post-électorales? Non. Nous n'allons plus être indifférents. Nous le disons avec beaucoup de sincérité de cœur, nous n'allons plus être indifférents à ces situations. Il faut que vous changiez. Ou alors que vous partiez d'Afrique. Ou bien, vous soutenez en France des régimes qui veulent de nouveaux rapports avec l'Afrique, de meilleurs rapports, où il sera bien que les Français vivent chez nous, dans un cadre démocratique, apaisé, dans un cadre de prospérité. Si vous avez cette attitude, oui, nous acceptons que vous restez.
Mais si vous voulez continuer à soutenir des régimes de droite qui nous oppressent, ou même voter pour des partis racistes, nous pensons que vous n'avez plus votre place chez nous, en Afrique, et nous vous le disons en toute fraternité. Voilà pour ce qui est du bilan d'Emmanuel Macron. Maintenant, regardons les perspectives et les enjeux africains sous le mandat Macron 2. Le président Macron aura à suivre de très près les événements historiques qui vont se produire dans les différents pays de, allez, disons-le, son précaré africain. En août 2023, nous aurons au Gabon la prochaine élection présidentielle qui va permettre d'avoir un prochain président. Le régime PDG est décrié depuis près de 30 ans et chaque fois qu'il a été vomi par le peuple, la France est empressée de l'imposer. Macron ne changera pas cette attitude, de mon point de vue. Il soutiendra une fraude et même un massacre qui permettra à un régime vassalisé de s'imposer. Voilà ce que fera Macron au Gabon, j'en suis persuadé. En février 2024, au Sénégal, il y aura une élection présidentielle à laquelle Macky Sall ne doit pas prendre part, car il est à la fin de son deuxième mandat. Alors, notre président sénégalais, porté par une ambition dévorante, ayant peut-être le soutien de Macron à la tête de la France, voudra peut-être changer la constitution et tenter un troisième mandat pour éviter à Ousmane Sonko d'être le prochain président du Sénégal. Que fera Emmanuel Macron, qui ne peut pas encadrer Ousmane Sonko, qui a clairement des positions anti-France africaine? Emmanuel Macron va soutenir Macky Sall dans sa volonté de changer de constitution, comme il a fait pour le Congolais Denis Sassou Nguesso, pour l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara et pour le Guinéen Alpha Condé. Il fera la même chose, il ne changera pas. Octobre 2025, le Cameroun va connaître ses élections présidentielles. Biya, s'il est toujours en vie, sera peut-être candidat à sa succession ou proposera peut-être un poulain. Que fera la France? Elle va soutenir, non pas la volonté du peuple, mais le candidat qui fera les intérêts de la France. C'est cette logique france-africaine que nous dénonçons, mais qui sera à nouveau appliquée par le président Emmanuel Macron qui vient d'être réélu. Nous en sommes persuadés. Nous n'attendons pas de voir arriver l'événement. Nous disons d'avance que c'est ainsi que le mécanisme france-africain de Macron agira. Octobre 2025, Alassane Ouattara sera-t-il candidat à un 4e mandat de l'ancienne République ou à un 2e mandat de la nouvelle? Avec Macron à l'Élysée, on peut penser qu'il aura le soutien du président réélu contre, malheureusement, la démocratie ivoirienne, contre l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Février 2025, le Togo connaîtra les échéances présidentielles. Qu'est-ce qui va être différent de 2021 lorsque Macron a soutenu le fils Iyadéba au prix de massacres qui ont été perpétrés dans les rues de Lomé et d'autres villes du Togo? Au Niger, il y aura des élections présidentielles. Mais le larbinisme de Bazoum à l'endroit de la France laisse entendre très clairement que la France prendra position pour lui. Elle a besoin de l'uranium du Niger. Il lui faut à la tête du pays un homme à sa solde. Sur ces différents pays, je viens de vous le montrer très rapidement, Macron aura la même position qu'il a eue lors de son premier mandat. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à appeler à voter pour M. Jean-Luc Mélenchon, car nous pensions qu'avec Mélenchon, il était encore possible de discuter. De ne pas forcément s'accorder, mais au moins de discuter. Avec Macron et sa brutalité, nous attendons
au soutien des fraudes électorales, éventuellement des massacres ou des assassinats. Voilà le schéma malheureux que nous risquons d'avoir sous le mandat Macron 2 qui s'annonce. Alors, quand je dis ça, je peux conclure en disant que les Africains ne peuvent rien attendre d'une réforme du système france-africain sous Macron 2. Rien. Il n'y aura rien. Rien ne se fera. Il nous faudra donc nous battre au corps à corps contre ce système. La survie de notre souveraineté dépendra de la force que nous mettrons à résister contre la France-Afrique, qui ne nous fera aucun cadeau avec un président Macron à l'Élysée. Donc, les Africains doivent se battre contre la France-Afrique, qui sera forcément instrumentalisée par Emmanuel Macron, qui en est le grand ordonnateur. Cela est possible. Certains disent que non, la France est trop forte, elle est trop puissante, elle est invincible, on ne peut rien, on doit composer avec elle. Non! Cette France invincible, son ambassadeur a été rappelé, a été expulsé du Mali. Oui, cette France invincible a vu son ambassadeur expulsé du Mali. Cette France invincible a vu l'opération Barkhane démantelée. Cette France invincible est en train de voir l'opération Takuba aussi démantelée. Opération que la France a amenée au Mali. Cette France invincible a vu ses médias mainstream, RFI et France 24, suspendus. Elle n'est pas si invincible que ça. Il faut juste des chefs d'État qui ont de la poigne, qui ont de la détermination et qui ont de la volonté. Et vous voyez pourquoi on tente de les assassiner. Vous voyez pourquoi on tente de les assassiner? Parce qu'ils tiennent tête. Et la France n'aime pas ça. Elle préfère les satrapes reptiliens, horizontaux, qui sont en permanence couchés, à plat ventre. Voilà ce que la France aime. Et ces satrapes, eux, ils se couchent dans la France, mais après, ils veulent coucher le peuple. Par le fouet, par la violence, par la Kalachnikov. Nous devons nous battre. Et aujourd'hui, nous disposons des atouts pour réussir ce combat. Nous avons Internet qui nous livre des informations importantes, qui nous permettent d'avoir une information beaucoup plus proche de la réalité, qui nous est vendue par les mainstream français. Nous avons les médias indépendants, autonomes, qui nous donnent une autre ligne éditoriale, une autre lecture de l'information. Tout cela participe à notre conscientisation collective. Conscientisation qui nous permet ensuite de nous battre, car nous comprenons les enjeux. C'est un atout que nous ne pouvons pas négliger et que je suis en train d'exploiter en ce moment. Car mon live participe à la conscientisation collective des Gabonais et des Africains qui me suivent. Nous avons des influenceurs. J'en fais partie, à mon modeste niveau. Nathalie Yamb également, la Camerouno-Suissesse. Kémy Séba, le franco-béninois, aujourd'hui installé au Bénin. Franklin Yamsiwa Cameroun, le Camerounais, français, installé à Rouen. Mohamed Konaré, le Malien, installé en Italie. Daniel Gouma, le Congolais, installé à Paris. Amina Fofana, la Malienne, installée à Bamako. Ben Le Cerveau, son collègue, installé également à Bamako. Nous sommes de plus en plus nombreux à dire ce que le peuple doit savoir et veut entendre, c'est-à-dire la vérité. Nous avons rompu avec la langue de bois. Nous ne sommes plus dans le mensonge machiavélique. Si nous voulons changer le continent africain, il faut commencer par dire la vérité aux Africains. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous prenons de gros risques sur nos positions sociales et parfois sur nos vies. Mais nous le faisons pour que l'Afrique avance. Nous le faisons pour la renaissance kamite.
Nous le faisons pour que, si nous avons été sacrifiés, que nos enfants, au moins, profitent du sacrifice que nous avons consenti. En vivant dans des pays qui soient plus prospères, qui soient plus harmonieux, qui soient plus démocratiques. C'est le sens que nous donnons à notre mission. Il y a, grâce à ces influenceurs, un regain du panafricanisme. C'est un atout. Que les Africains comprennent qu'il faut qu'ils sortent des cadres coloniaux qui les divisaient pour embrasser la dynamique néo-panafricaniste où nous nous rassemblons contre un ennemi, la France-Afrique, et contre un adversaire, la France officielle et des réseaux. C'est un atout que l'on n'avait pas il y a de cela 40 ans, quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Ce sont des éléments qui nous permettent de lutter contre la France-Afrique, de lutter contre le régime de Macron, qui va soutenir les méthodes france-africaines de prédation et de paupérisation du continent africain. Ce regain du panafricanisme ou du néo-panafricanisme se fait avec la synergie de plus en plus des diasporas africaines qui vivent en Europe et qui ont compris qu'elles doivent aussi porter un message panafricaniste. Oui, pour la première fois, l'Afrique, la jeunesse africaine du continent noir est en osmose avec la diaspora africaine d'Europe. Nous devons unir nos forces. Nous menons le même combat, celui de la réhabilitation de l'Afrique et de sa renaissance. Donc, nous devons arrêter d'être divisés, d'être dispersés, d'être épars. Cela n'est pas efficace. Et ça ne profite à personne, ni à nous-mêmes, car nous sommes isolés, ni à l'Afrique, car elle ne peut pas vaincre tant qu'elle est divisée. Nous avons aujourd'hui des chefs d'État de plus en plus souverainistes. Nous avons Assimi Goïta au Mali. Nous avons un Premier ministre très brillant malien, Choguel Kokala Maïga, qui nous explique les choses avec beaucoup de pédagogie. Nous avons des brillants ministres comme Abdoulaye Diop, qui font valoir la dignité africaine. Tout ça nous inspire. Nous avons des présidents comme Faustin Archange Touadéra, des ministres des Affaires étrangères comme Sophie Baïpo-Temo, des personnes qui montrent que l'Afrique peut présenter un visage de dignité, un visage honorable, et non plus l'éternel visage du nègre de maison qui fait les 4 volontés de son maître. Tous ces éléments-là sont nouveaux, sont des paramètres nouveaux que nous devons considérer et qui peuvent nous permettre de mieux nous battre contre un adversaire commun, contre un ennemi commun. Et ce n'est pas tout. Je termine par le dernier point. Le dernier, et pas le moindre. Nous avons la Russie de Poutine qui a décidé de prendre ses quartiers dans le précaré africain francophone. Ce qui n'est pas du goût de l'Élysée, on s'en doute. C'est la raison pour laquelle nous attendons avec beaucoup d'impatience la fin de la crise ukrainienne. Si la Russie a le dernier mot, alors elle comprendra qu'elle peut véritablement s'imposer dans un précaré que jusqu'à présent elle avait laissé en jachère, estimant que c'était le lieu de prédilection d'influence de la France. Désormais, la Russie a de grandes ambitions. Et si elle nous propose des contrats d'égal à égal signés, où les intérêts des partis sont respectés, eh bien nous pensons qu'il est temps de considérer avec beaucoup d'attention une coopération multilatérale avec la Russie. Surtout si celle de la France a failli. Surtout si celle de la France a failli. Et c'est le cas au Mali, c'est le cas au Centrafrique, c'est le cas dans la plupart des pays africains. Donc, pour conclure sur les perspectives, je ne vois rien de bon qui s'annonce sous Macron II. Je vois une répétition brutale et violente de la politique africaine du président jupitérien français. Et je ne peux que demander aux Africains de s'armer de courage, de détermination et de force pour lutter contre l'ignominie, contre la prédation et pour affirmer la souveraineté de nos peuples, l'indépendance de nos États. Ce n'est qu'ainsi que nous allons réussir à abattre la France-Afrique. Jamais
un président de la 5e République ne mettra à terre un système qui donne à la France sa puissance et son prestige. Jamais. Il reviendra à nous de faire le job. Et nous pourrons le faire car nous disposons des atouts que je viens ici de vous présenter. Je vais enfin conclure ce direct à peu près d'1h15 d'entretien en vous disant la chose suivante. Et là, je m'adresse aux Gabonais et à la jeunesse gabonaise. Depuis 1993, la jeunesse gabonaise aspire au changement, aspire à l'alternative, plus qu'à l'alternance. Car l'alternance, c'est juste un changement de tête. Et on en a connu depuis 1960. L'alternative, c'est un changement de paradigme, un changement de repère, un nouveau chemin. Depuis 1993, la jeunesse africaine, la jeunesse gabonaise veut un nouveau chemin pour son pays. Elle a exprimé en 1993 en votant pour Paul Babosolo. Elle a exprimé en 1998 en votant pour Pierre Mamboundou Mamboundou. La jeunesse gabonaise l'a encore exprimé en 2009 à la mort d'Omar Bongo Ondimba lors des élections présidentielles anticipées en votant pour André Mbobama. Et elle a récemment encore exprimé en 2016 en votant massivement pour Jean Ping. À ces différentes élections présidentielles, son choix n'a jamais été respecté. Pourquoi? Parce que la France a décidé de maintenir une dictature qui fait le bonheur, certes, de la France, des Français, mais le malheur de la jeunesse gabonaise, le malheur des populations gabonaises. En 2023, Macron ne changera pas le logiciel. Il soutiendra la dictature. Alors, vos rêves seront encore brisés, comme ceux de vos prédécesseurs de 93, de 98, de 2009, de 2016. Vous voulez à nouveau qu'on brise vos rêves en empêchant que votre voix, que votre décision ne soit prise en compte? Je propose à la jeunesse gabonaise de considérer que 2023 sera une année charnière très importante, car nous voulons établir un nouveau paradigme, c'est-à-dire un nouveau repère, un nouveau système. Mais il faut pour cela accepter d'aller combattre. Et lorsque, en Afrique, nous combattions, nous avions les cheveux tressés. La tresse fait partie de la coiffure des guerriers. Dans une tresse, vous pouvez loger un poison, vous pouvez loger une lame. La tresse est une arme. Nous devons aller en guerre contre la France-Afrique. C'est devenu inévitable si nous voulons changer notre pays. À l'adresse de la jeunesse gabonaise, je veux particulièrement m'adresser. Je veux m'adresser à la jeunesse gabonaise, celle qui est en rupture scolaire, celle qui a quitté les bancs d'école et qui a l'impression d'être dans le désespoir le plus total. Je veux m'adresser là aux étudiants qui constatent que les problèmes posés par leurs prédécesseurs depuis 93, depuis 90 n'ont pas été réglés. Et c'est fait à dessein. Les moyens ne manquent pas. Il n'y a aucune volonté. On ne veut pas d'étudiants qui soient instruits, capables de comprendre les enjeux et donc de s'opposer à la domination néocolonialiste. On n'en veut pas. C'est la raison pour laquelle vous n'aurez pas un bon campus, vous n'aurez pas un bon restaurant, vous n'aurez pas une bonne bibliothèque. C'est fait à dessein. On préfère vous tenir dans la précarité et dans la paupérisation. De sorte que vous soyez des mendiants en permanence. Et un mendiant n'a pas la force. Il a faim. Il n'a pas la force pour combattre. Il a faim. Il veut d'abord se nourrir. Je vais m'adresser à ceux qui sont au chômage. Les jeunes qui ont eu des diplômes et qui ne trouvent pas d'emploi. Ni dans le privé, car l'activité s'est ralentie, ni dans le public, car on a gelé les recrutements. Je vais m'adresser aux jeunes qui sont sans emploi, qui sont au chômage et qui n'ont pas de formation.
je vais m'adresser en fait à tous les jeunes insatisfaits du régime pour leur dire que ce pays vous appartient. Et votre ambition est noble que de vouloir prendre votre destin en main. C'est une ambition noble. Moi, jeune, j'ai eu cette ambition également. J'ai pu la saisir. Et je souhaiterais que chacun d'entre vous aussi la saisisse. Mais pour cela, il nous faut d'abord reconquérir notre pays qui est entre les mains de puissances étrangères, entre les mains d'étrangers, européens, asiatiques ou africains, mais certainement pas entre les mains des Gabonais. Il nous faut aller en guerre pour reconquérir notre pays. Je vous propose un règlement stratégique. Je vous propose de vous tresser les cheveux, comme le charismatique. Ce sera notre signe de ralliement. Tous les jeunes Gabonais qui vont se tresser les cheveux sont des jeunes Gabonais qui pensent qu'il est maintenant temps que l'on reconquiert notre pays, qu'on l'arrache aux mains de ceux qui sont de l'étranger venus s'en accaparer. Tressez-vous les cheveux comme moi. Vous serez des soldats que je pourrai identifier dans la rue. Quand vous serez nombreux, vous allez voir que nous allons commencer à faire peur à ceux qui tiennent ce pays dans la morgue la plus totale et dans la plus grande condescendance à votre endroit. Tressez-vous les cheveux comme moi. C'est ça notre signe de ralliement. À chaque live désormais, je ferai cette supplique. À chaque live désormais, je m'adresserai à la jeunesse africaine pour lui dire que si, toi, jeune, tu veux reconquérir ton pays entre les mains des puissances étrangères, je les cite, le Maroc, la France, entre les mains des étrangers, je les cite, nos frères du Bénin, nos frères sénégalais, nos frères maliens qui tiennent notre pays aujourd'hui. Si vous voulez reconquérir votre pays, alors préparez-vous pour la guerre qu'on doit mener contre la France-Afrique. Et les soldats, à l'époque des guerriers africains précoloniaux, se tressaient les cheveux. Tressez-vous les cheveux comme moi et nous irons au combat ensemble. Voilà le message que je voulais transmettre aujourd'hui à l'endroit de la jeunesse, et je vous ai donné un peu les leçons que nous devons tirer de la réélection d'Emmanuel Macron. Je vous remercie pour votre patience. Vous avez été nombreux à suivre ce live. Vous l'avez aimé, vous l'avez partagé. Je n'ai subi aucune attaque de la part des machines france-africaines. Je vous remercie pour ce soutien que vous avez marqué aujourd'hui. Je peux vous dire que les choses vont s'amplifier de plus en plus. Car dans bientôt quelques mois, nous aurons l'élection présidentielle au Gabon. Et croyez bien que j'ai des choses à dire. Mais je vais d'abord commencer par les dire là, sur mon poste de travail, sur mon ordinateur. Quand viendra le moment, je n'hésiterai pas à organiser des causeries pour avoir avec vous un contact physique en présentiel. Pour l'heure, contentez-vous d'abord encore des lives, mais bientôt, je vous annonce que c'est man to mano, comme on dit, mano to mano, peer to peer, face à face, qu'on va devoir discuter bientôt. OTEP à tous mes frères kamites d'Afrique et du monde. OTEP à toutes mes sœurs kamites d'Afrique et du monde. OTEP trois fois OTEP à tous mes frères et sœurs kamites d'Afrique et du monde. Merci d'avoir suivi ce live et nous nous retrouvons le jeudi prochain. Je communiquerai le thème, comme je le fais désormais, sur notre plateforme New Power Official, dans le cadre de l'événement du jeudi prochain qui annonce toujours nos lives. Passez un bon jeudi 27 avril. Non, nous sommes comme aujourd'hui, le 27 ou le 28? Le 28? Voilà. Passez un bon jeudi 28 avril 2022 et nous retrouvons, je l'espère, en bonne santé le jeudi prochain. Allez, on va écouter une dernière fois notre artiste Yves Delbras et nous allons nous séparer.
Partagez la vidéo pour que d'autres puissent la suivre en différé. Je comprends rien à ce qu'il va dire là. C'est le miel, hein. J'entends pas le miel. Donc s'il y a des miels qui me suivent là, hein, je vois ma soeur Sylvie Méviane Fourne. Oui, il faut traduire FMO. Que veut dire FMO? On va demander à Yves Delbras de nous donner les paroles. Partagez la vidéo pour que le plus grand nombre puisse suivre en différé. On se retrouvera jeudi prochain. Je reconnais un acteur là. Celui qui joue le rôle principal du clip. Je le reconnais. Mais je ne dirai pas son nom. On travaille dans le même établissement. Voilà un peu l'indice. Il est avec moi à la nymphe. Je suis un informaticien. Je suis cadre supérieur à l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences qui est rattachée, tenez-vous bien, à la présidence de la République gabonaise. Voilà. Et celui qui joue le rôle principal du clip, c'est un collègue. Donc, je lui adresse un coucou. Une dédicace spéciale. C'est Yves Delbras, l'artiste. Le morceau, c'est FMO. Un deuxième indice. L'acteur principal du clip s'appelle Alain. Il travaille à l'INF. Chapeau Alain, si tu as suivi le live. Autrement, ceux qui le connaissent, transmettez-lui le lien de la vidéo. Et chapeau à Yves Delbras pour un titre de qualité. Merci beaucoup. Merci. À jeudi prochain.